tiers livre, 30 livres, 30 jours, ça fait lourd. C'est le 23, je crois. Je me suis demandé pourquoi j'avais mis autant de temps avant de lire Blaise Cendrars. Pourtant, Blaise Cendrars, ça a toujours été un nom tout près, tout près, tout près. C'était évidemment prose pour le transsibérien. J'étais tellement émerveillé par ce texte-là, l'aventure que ça supposait, que j'étais jamais allé voir autre chose. En même temps, ce que j'avais essayé à côté, c'était plutôt les romans. Et puis là, ça continue un petit peu de me tomber des mains, les romans de Cendrars. Ça contribuait à ce que j'allais pas voir. Il y avait les poésies aussi, Pâques à New York. Ah ouais, tout d'un coup, on en faisait le départ. Simplement, attention, il y a tromperie sur la marchandise. Parce que Pâques à New York, c'est loin d'être le premier texte de Cendrars. Déjà, pour y aller à New York, il y a son voyage. Et puis, il y a tout un texte sur New York qui est fabuleux parce que de quoi il parle ? Du cinéma. Et comment l'expérience du spectateur de cinéma est ce qui vous permet de déchiffrer la ville dans sa profusion et son mouvement. C'est un texte hallucinant. Et d'ailleurs, il le reprend quelque part. Je crois que ici, c'est rassemblé dans Aujourd'hui. Et ces textes, par exemple, ont été rassemblés là, dans cette fausse édition complète de Noël, dans le tome 11. Tous les textes sont fabuleux, mais il y a celui qui s'appelle l'ABC du cinéma. Et on est même encore avant les textes d'Artaud, on est vers 1925 par là, mais c'est des textes qu'il a ébauchés dès 1909. Le cinéma, tourbillon des mouvements dans l'espace, tout tombe, le soleil tombe, nous tombons à sa suite. Comme un caméléon, l'esprit humain se camoufle en camouflant l'univers, le monde, le globe, les deux hémisphères, les monades de Leibniz, etc. etc. Il y en a 5-6 pages. Rien que ça mérite de tomber corps et bien dans Cendrars. Ça n'a jamais été étudié. L'an dernier, j'ai été invité en Suisse et j'ai pu visiter les archives Cendrars à la Bibliothèque nationale de Berne, 6e sous-sol. Et puis là, avec tous les trucs qui coulissent sur rail, tout d'un coup, vous découvrez son magnétophone, ses machines à écrire, sa bibliothèque, les livres dédicacés, sa Bible à noter. Et le soir, à Fribourg, dans la conférence, pour faire le malin, pour dire un truc comme ça, je voulais parler de la fragilité que c'est du livre et de l'édition. Et pour prendre un exemple, j'ai pris un truc et j'en ai arraché des pages au hasard. Et maintenant, je me retrouve avec mon livre. Bon, aujourd'hui, c'est pas un livre, c'est une compile justement des textes qu'on sait pas mettre ailleurs, mais j'ai l'air malin, pour une fois que j'ai un livre de bonne qualité, à avoir un paquet de pages à arracher. Ça fait rien, c'était bien Berne et Fribourg. J'avais du mal aussi avec la poésie, ces belles images autour du monde, et on sait pas, mais ouais, qu'est-ce que j'avais pas compris, c'est que tout son truc qui s'appelle Kodak par exemple, on lui a fait retirer le titre Kodak, c'est Kodak qui l'avait attaqué pour détournement de nom de marque. Mais en fait, il prenait les récits inventés par ce type qui lui écrivait dans sa chambre de bonne à Paris, Rémy de Gourmont, des romans d'aventure comme ça, qui publiait aussi des livres de recettes de cuisine, des livres de psychologie. Rémy de Gourmont, c'était une industrie à lui tout seul. Une industrie pour quoi faire ? Pour être riche ? Non, pour continuer à vivre dans la misère. Mais dans ces livres absolument fous de Rémy de Gourmont, où il invente comme ça des aventures tout autour du monde et jusque dans la planète Mars et tout ça, ben Cendrars, il coupe, il fait du sample, il fait du cut-up, et puis tous ces poèmes justement qui sont autour du monde, en fait c'est des montages à partir des textes d'aventure de Rémy de Gourmont. Ben, lisez-les donc comme ça, vous verrez si vous les lisez de la même façon. Blaise Cendrars, Kodak. Je crois que j'ai vraiment commencé de relire Cendrars quand j'ai mis le nez, sans savoir trop pourquoi, dans Bourlinguer. Je crois que ce qui m'a attrapé, c'est que je venais pas à Cendrars, ni pour la prose, ni pour l'idée très bizarre de cette fiction qui émane d'un personnage inventé, construit progressivement, au nom même fabriqué, Blaise Cendrars, mais simplement parce que les titres de chaque chapitre sont des villes. Gênes, Rotterdam, Hambourg, et puis ce truc très étrange, Paris, port de mer, et puis avant il y a Anvers, etc. Et donc je me suis dit, tiens, Cendrars écrit sur les villes. Et là je suis tombé, je me suis fait attraper par les pieds,
soufflé comme ça. Tout d'un coup, j'étais dans cette vie inventée d'un personnage qui insuffle le monde ou aspire le monde pour nous le rebalancer comme ça. Alors vous avez tout. Vous avez ces courses en Alfa Romeo. Vous savez, par exemple, c'est pour ça que j'avais déchiré mon bouquin, excusez-moi. J'allais vous dire un mensonge. Non, à cette conférence à Fribourg, c'est pour ça. C'est que Sandrard, quand il partait en voiture, il voulait pas emmener son Rimbaud en entier. Alors il prenait un paquet de pages de Rimbaud, comme ça, qu'il déchirait, et dans la boîte à gants de la voiture, il avait toujours le petit fragment de Rimbaud déchiré qu'il avait emmené pour la circonstance. C'est quand même plus honorable, non, de ma part. Bourlinguet, et puis évidemment, à partir de là, j'ai remonté L'homme foudroyé, la main coupée, et je commençais à comprendre. Et là, on n'est pas dans le roman, on est dans plus intéressant, parce que ce bonhomme n'existe littéralement pas. C'est de la fiction balancée comme autobiographie d'un personnage fictif. Mais ça vous en dit tellement plus. Blaise Sandrard, 3 minutes. Démarrer. J'ai sorti le tome 12, Lotissement du ciel. Je crois que Lotissement du ciel, on doit le trouver en édition séparée, en poche ou autre. Suivi de la banlieue de Paris. Alors vérifiez bien, Lotissement du ciel, là c'est tout fabuleux. Toujours pareil, cette voiture qui traverse le Brésil, monte dans la montagne avec juste des pauvres lumignons de phare, et puis ce type qui conduit, vous savez, avec un seul bras, avec un espèce de pommeau sur le volant, et puis je sais pas trop comment il passait les vitesses. Oui, il y a ce texte aussi incroyable qui s'appelle « La tour Eiffel sidérale ». Connaissez-vous la tour Eiffel sidérale? Et puis là, comme par hasard, il y a un truc comme ça qui s'appelle la banlieue de Paris. Alors évidemment, c'est inclassable, donc on met ça dans le cul d'une édition complète, tome 12, à la fin. Et en même temps, il y a 60 pages. Et ces 60 pages, eh bien, vous sauverez la vie littéraire d'un bonhomme, à elle, rien qu'à elle toute seule. Eh bien, la banlieue de Paris, c'était fait à l'origine pour écrire en parallèle de photographies de Robert Doisneau. C'était fait pour accompagner des photos de Doisneau. Les photos de Doisneau y sont, mais c'est ça l'élégance ou l'insolence Sandrard. Quelque part, il en a rien à foutre des photos tellement sages de Robert Doisneau. Je ne sais même pas s'ils étaient en bons termes les uns des autres. Alors évidemment, on les connaît, les photos de Doisneau. C'est magnifique, les photos de Doisneau. Doisneau, c'est un poème en images. Ben lui, tout d'un coup, il part sur le contraire. Il appelle son texte Sud-Ouest, et vous devinez, Nord-Est. Il tourne, et il découpe comme ça en 4 pans, et dans ces 4 pans, il décrit. En semaine, ces trains sont tristes. Il faut aller voir les banlieusards débarquer gare Saint-Lazare à heure fixe, qui se rendent le matin à leur travail et qui reprennent le train du soir, mécontents et harassés. Comment ne pas être dépaysé? On dirait une fourmilière. Comment est-ce Dieu possible? Quel monde étrange! Ces banlieusards ne sont pas heureux. Que de soucis sur ces visages, autant que de corps-aux-pieds. Ils peuvent courir pour attraper leur métro en se bousculant et même sauter dans leur train en marche, mais ils ne savent plus marcher, flâner, s'arrêter, respirer, trop de hâte. Ils ne s'appartiennent plus, ils dépendent d'un horaire, ils ne savent plus ce que c'est que vivre. Les femmes ne sont pas nées pour être dactylos, ni les hommes ne sont au monde pour être dans un bureau. L'homme à la bêche n'a pas de faux col. Et si un beau jour personne ne marchait plus, je ne fais pas allusion à une grève plus ou moins prolongée. Temps écoulés, on les a eus, les 3 minutes de banlieue de Paris. Je ne fais pas allusion à une grève plus ou moins prolongée, voire générale et politique. Ils nous embêtent avec leur politique. Mais réellement, si personne ne se rendait plus au travail, pour de bon, les gens ayant fini par comprendre que c'est idiot, que dans ces conditions ça ne rime à rien, que c'est pas une vie, la vie, qu'est-ce qui arriverait? Je me le suis souvent demandé. Lisez la suite. À demain.